Bonjour à tous. Donc effectivement, en ce qui me concerne, je vais vous illustrer la démarche au sein de mon installation pour vous montrer l'importance du lien chercheur-préventeur dans la maîtrise des risques en laboratoire de recherche. Donc comme vous venez de le dire, Guy, je suis ingénieure de sécurité d'installation au CEA. Et l'installation dont je m'occupe a pour thématique la recherche dans les domaines de la génomique, qu'elle soit humaine ou environnementale. Donc, dans cette présentation, je vais vous parler des risques associés à des procédés mis en œuvre dans les travaux des équipes de l'UMR 8030. Donc, l'UMR 8030 est une unité mixte de recherche CEA-CNRS Université d'Évry. Elle est impliquée dans de nombreux projets de génomique environnementale ou de chimie verte, avec des sujets aussi variés que la bioremédiation de composés chimiques, l'introduction d'étapes biocatalysées dans des processus de chimie de synthèse, l'identification de nouvelles réactions enzymatiques de bioconversion, ou encore des études du métabolisme de prokaryotes ou l'analyse de très grands jeux de données métagénomiques. Pour certaines de leurs études, les chercheurs de l'UMR utilisent un bioréacteur. C'est en fait un ensemble de petits bioréacteurs. Il s'agit d'un dispositif de culture automatisé conçu de manière à maintenir indéfiniment des cultures bactériennes en suspension, tout en les soumettant à des régimes de culture sélectifs selon les thématiques choisies. Tout est automatisé avec un réseau dirigé par des électrovannes et piloté par un système informatique. Et le système permet la culture en parallèle de différents projets. Dans un procédé comme celui-ci, le premier risque auquel on s'attache est bien évidemment le risque biologique. En l'occurrence, il travaille à partir de bactéries non pathogènes et des déclinaisons OGM qui ne dépassent jamais le niveau C1. Donc, du fait de ces OGM, on s'est placé dans un confinement de type L2, avec un laboratoire équipé d'un sas et de différences de pression, des équipements de protection individuelle dédiés et à usage unique, des procédures d'habillage-déshabillage et une filière d'évacuation des déchets dédiée. L'inactivation des déchets, justement, et le nettoyage du système se fait avec de la soude 5 molaires. On utilise de la soude très concentrée, contrairement à d'autres biocides, parce que ça s'avérait être le meilleur choix en termes de durée de vie des tubulures et des automatismes. Concernant le risque chimique, justement, il n'y a pas de risque particulier avec les milieux nutritifs. Ils utilisent peu ou très peu, voire pas d'antibiotiques. Et les produits qui sont ajoutés pour les pressions de sélection sont en faible quantité et confinés dans l'équipement. Du coup, notre principal risque chimique est vraiment la soude concentrée. Donc, nos utilisateurs sont formés au risque chimique. Nous disposons de produits de neutralisation en cas d'accident et bien sûr de douches de sécurité. Et la pièce a été également dimensionnée de façon à pouvoir accueillir la quantité de soude qu'il nous faut et la rétention qui va avec. Avec ces risques biologiques et chimiques, nous sommes en plein dans le cœur de métier de nos collaborateurs et ce sont des risques qui sont bien connus et bien maîtrisés. Par contre, un risque qu'on a eu du mal à appréhender au départ, c'est lié aux problématiques de manutention et d'ergonomie au travail. En réalité, on n'a pas tout de suite pris la mesure de cet aspect et c'est par la traumatologie de nos collaborateurs qu'on s'est posé des questions. Le principal technicien affecté à cet équipement a longtemps été arrêté pour des problèmes d'épaule et les 2 techniciens qui l'ont remplacé ont eux aussi développé des pathologies au niveau du haut du dos. Sachant que les milieux et les solutions de soude sont préparées dans des bouteilles de 10 litres, on n'était pas dans des poids qui nous ont alertés, en tout cas au départ. Et dans la mesure où ces techniciens ne sont pas affectés uniquement à cet équipement, ils travaillent aussi à d'autres endroits sur le site, on n'a pas fait le lien tout de suite. Et finalement, c'est en discutant à plusieurs reprises avec eux et en les regardant travailler qu'on a compris qu'il y avait certainement quelque chose à faire de ce côté-là. Donc dans un premier temps, on a soulagé nos collaborateurs en leur dédiant une table élévatrice qui leur évite de porter les bouteilles. Ils ont juste à les faire glisser de la paillasse de préparation à la table, puis de la table à l'équipement. On a également travaillé avec eux à un aménagement ergonomique, notamment surbaisser certaines paillasses de façon à limiter des contraintes posturales lors de la préparation des milieux. Et puis fait l'acquisition d'un bras d'aspiration mobile de manière à ce qu'il n'ait plus à déplacer les bouteilles lorsqu'ils devaient rajouter des composés toxiques à leur milieu.
Toutes ces adaptations, on les a fait en étroite collaboration avec les techniciens afin d'aboutir déjà à une solution qui n'apporterait pas de nouveaux risques et puis une solution qui soit bien acceptée afin de garantir une bonne observance des mesures de sécurité. Enfin, très rapidement sur ce dispositif, on a d'autres risques présents. Notamment, on a un générateur d'azote et des arrivées de CO2 pour les cultures qui doivent se faire en anaérobie. Donc pour cela, on a des sondes de détection de gaz couplées à une centrale de détection avec un système avertisseur sonore et lumineux. Également, les chercheurs et techniciens qui doivent intervenir sur la partie électronique de l'équipement sont tous habilités vis-à-vis du risque électrique. Et on a de grandes baies vitrées au niveau du laboratoire afin d'éviter que nos collaborateurs soient en situation de travailleurs isolés. Sachant que si ils se retrouvaient véritablement en situation de travailleurs isolés, comme ce fut le cas pendant la période de confinement, dans ce cas, on a des dispositifs de protection type DATI reliés aux agents de sécurité en poste. Un autre exemple avec un projet de bioremédiation. Les thématiques de recherche impliquent parfois qu'il n'existe pas de système commercial répondant parfaitement aux besoins des expérimentations. C'est ce qui s'est passé pour les travaux sur la bioremédiation de la chlordécone. Donc la chlordécone, comme vous le savez peut-être, c'est un insecticide organochloré synthétique qui a notamment été utilisé dans les Antilles françaises pour lutter contre le charançon du bananier. Elle est à l'origine de nombreux problèmes de santé publique et socio-économique du fait de sa toxicité et de sa persistance dans les sols et les eaux douces et marines. Donc, un des projets de l'UMR est d'isoler des voies métaboliques qui permettraient la digestion de cette molécule par des micro-organismes. Les chercheurs ont donc voulu mettre en culture des bactéries dans des conditions où elles auraient envie d'utiliser la chlordécone comme source de carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chlordécone est une molécule qui, de par sa structure, est très solide et donc très difficile à digérer. Or, nos bactéries, si on leur donne le choix, elles vont préférer mettre en œuvre la digestion de composés plus simples, comme le CO2 par exemple, qui est présent dans les enceintes anaérobies, plutôt que de notre chlordécone. Il fallait donc trouver une enceinte de culture qui leur permettrait de supprimer toutes les sources de carbone. Ils ont donc détourné un équipement initialement prévu pour de la chimie, à savoir des boîtes à gants fonctionnant en surpression de gaz. Alors, ils travaillent avec un consortium de bactéries non pathogènes, donc on n'a pas particulièrement de risque biologique à gérer. Ils n'utilisent pas d'OGM dans ce cas précis. Et au niveau risque chimique, le seul élément un peu compliqué, c'est la chlordécone elle-même, sachant que la chlordécone est un composé qui n'est pas volatile et qu'on est confiné dans les boîtes à gants. Donc globalement, on est assez sécurisé de ce côté-là et tous nos consommables sont des consommables jetables. Donc comme pour le bioréacteur, on a dû prendre en compte des contraintes posturales qu'implique le travail en boîte à gants et auxquelles ils n'étaient pas habitués. Donc on a notamment installé un repose-pied pour permettre aux petits gabarits de monter leur tabouret et se retrouver à hauteur, enfin en tout cas à la bonne hauteur pour enfiler les gants. On a également, en concertation avec les techniciens et les chercheurs, procédé à des aménagements à l'intérieur de la boîte à gants, toujours pour ces histoires de contraintes posturales. Et puis on a fait faire une étude de bruit afin de déterminer s'il serait nécessaire de faire porter des protections acoustiques lorsqu'on aurait en même temps les compresseurs des boîtes à gants et les moteurs des hottes déjà présents dans cette pièce. Et enfin, pour la bonne culture des bactéries, ils avaient besoin que l'atmosphère de l'enceinte soit un mélange de gaz azote-hydrogène. Donc on a, au travers d'une étude ATEX et en concertation avec les chercheurs, déterminé les concentrations qui seraient favorables aux cultures et sécurisées vis-à-vis de l'hydrogène. Parce que l'hydrogène est un composé hautement explosif. L'idée, encore une fois, était de travailler en concertation de manière à permettre les explorations techniques tout en garantissant la sécurité des expérimentateurs. Un risque qu'on a dû appréhender dans un deuxième temps est celui des coupures piqûres. En effet, au fil de leurs expérimentations, ils se sont aperçus que la chlordécone était affine avec le plastique. Ainsi, les baisses de concentration qu'ils observaient dans leur milieu n'étaient finalement pas dues à la digestion par la bactérie, mais au fait que la molécule se collait aux parois. Ils ont donc dû revoir leur protocole et opter pour des fioles en verre, avec évidemment les risques de coupure que ça peut impliquer.
Par ailleurs, le suivi des cultures microbiologiques est réalisé par des méthodes de chimie analytique. Nous avons 2 équipements de spectroscopie au sein du laboratoire qui permettent le suivi des différentes familles de métabolites. Pour prélever un échantillon sans rompre l'hermétisme du flacon, puisque c'est là tout l'enjeu, ils doivent utiliser des aiguilles. Nous avons donc vu point par point avec eux la technique utilisée de manière à nous prémunir des risques de piqûres. Et nous sommes vigilants lors de l'accueil de nouveaux arrivants à ce que justement ces bonnes pratiques autour de l'usage des aiguilles soient bien comprises et bien assimilées. Et donc, ce que j'essaye de vous illustrer là, c'est l'importance d'avoir une prévention au plus près des problématiques du laboratoire. L'idée n'étant pas d'empêcher une expérimentation au prétexte qu'elle est dangereuse, mais vraiment d'accompagner le chercheur pour trouver avec lui le moyen qu'il le fasse en sécurité. Enfin, donc rapidement, si j'ai le temps, moi je vais peut-être vous en montrer qu'un à ce moment-là. 3 minutes. Ok. Sur la droite de ma diapo, vous voyez notre plateforme de séquençage. Donc, on a 2 plateformes de séquençage sur notre site, qui est vraiment notre cœur de métier pour le coup. Une grande partie de notre parc de séquenceurs sont de la marque Illumina, qui est un des leaders du marché. Lors d'une montée en technologie, Illumina a automatisé un certain nombre de choses, et notamment au niveau de la gestion des réactifs. Donc maintenant, le technicien ne manipule quasiment plus les produits chimiques. Donc ça, c'était une bonne chose d'un point de vue gestion du risque chimique. Par contre, on s'est retrouvé avec un déchet qu'on ne savait pas gérer, puisqu'on a maintenant une cassette, donc en plastique, avec des fonds de réactifs, produits chimiques, et une puce RFID, donc électronique. Donc un déchet solide, liquide et électronique. On a donc dû travailler avec notre exutoire pour trouver le conditionnement et la voie d'évacuation qui conviendrait le mieux à ce nouveau déchet. Et donc, pour conclure, les risques biologiques et chimiques font partie de notre cœur de métier et sont bien connus et bien maîtrisés de nos collaborateurs. La difficulté vient souvent d'autres risques qui sont la conséquence directe ou indirecte des techniques mises en œuvre. Contrairement à un procédé industriel où l'analyse et la gestion du risque est maîtrisée du début à la fin, surtout en phase de production, dans la recherche, les risques évoluent, j'ai envie de dire presque au jour le jour, selon les problématiques des chercheurs. Et notre rôle de préventeur, c'est vraiment d'être attentif et réactif afin d'accompagner les collaborateurs. L'enjeu, c'est vraiment de réussir à instaurer un lien de confiance mutuelle et de pouvoir faire preuve d'adaptabilité. La réactivité, elle est essentielle parce que le principal risque à trop ralentir les recherches, c'est justement qu'on perde cette confiance, que de l'autre côté, les chercheurs commencent à nous cacher des choses et c'est là où ça va commencer à être compliqué et où on risque d'avoir des accidents. Et puis, on essaye vraiment au maximum de mettre le collaborateur au cœur de la réflexion à chaque fois, de manière à le faire adhérer plus facilement et avoir ainsi une meilleure observance des consignes de sécurité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Émilie Lefebvre, pour cet exposé très précis, très concret. On voit le défi, vous en parlez très clairement, qui n'est pas mince, de réussir à sécuriser les process, d'abord et presque avant tout par une étroite coopération entre les acteurs concernés, dont les enjeux, sans être opposés, évidemment, mais ne sont pas toujours et complètement alignés. Vous l'avez bien marqué. Je rebondis peut-être tout de suite, si vous êtes d'accord, pour répondre à quelques questions, madame. À une question posée qui va exactement dans ce fil-là. Comment avez-vous réussi à associer les opérateurs à votre démarche de prévention et comment appréhendent-ils le risque bio? De manière très concrète, comment ça se passe? En fait, le risque bio, ils le connaissent bien parce qu'en fait, c'est leur formation de base. Ils le connaissent même souvent presque mieux que moi puisque eux connaissent leur bestiole. Ils savent ce qu'elle est capable de faire. Donc ça, c'est quelque chose qui gère très très bien. Après, c'est vraiment tous les autres risques qui vont venir autour. Et donc là, on essaye de leur donner des exemples, beaucoup, et d'essayer de leur faire se poser des questions sur ce qu'ils sont en train de faire et sur le risque qu'ils ont de faire de générer un accident derrière. Alors ça se passe par des séances de formation, sensibilisation, des Beaucoup réunions. Par discussion, en fait, énormément de discussions. On passe dans les laboratoires, on discute avec eux, on voit ce qu'ils font. Et puis tous les nouveaux arrivants, on les accueille. On a une demi-journée entière où vraiment je leur parle de ce qu'ils vont faire et des risques qu'il y a par rapport à ce qu'ils vont faire. Et j'essaie vraiment d'instaurer ce côté et qui se sentent pas jugés, en fait, même s'ils font une bêtise, ils ont le droit de faire une bêtise, on est tous humains, mais que vraiment on ait cette discussion. C'est un des aspects de la culture d'entreprise. Complètement. En fait.
Une question peut-être plus technique, plus précise sur donc pourquoi, puisque vous l'avez évoqué, pourquoi travailler en L2 si votre OGM est classé en groupe 1? Est-ce que c'est pour l'organisation des locaux, tout simplement? Non, c'est justement pour garantir le confinement de nos OGM, en fait. Même s'ils sont classés niveau C1, comme on nous l'a un petit peu expliqué aussi ce matin, au niveau des OGM, on demande un confinement plus strict qu'au niveau des agents biologiques sauvages. Donc, on se met en niveau L2, déjà parce qu'on l'a, donc c'est assez pratique. Et puis, comme ça, au moins, on se garantit un certain nombre de choses. On me fait des signes dans la salle. Ça, c'est le live, c'est en direct. Voilà, on me fait des signes dans la salle. C'est simplement pour dire qu'il n'y a pas de surclassement. C'est Monsieur Pagès qui s'exprime. C'est-à-dire que notre laboratoire, on ne l'a pas classé L2 au sens L2, mais il répond, enfin, il pourrait devenir un L2. En fait, il répond à tout un tas de critères et comme ça, on se garantit en fait le confinement de nos OGM. Oui. Non, mais il n'y a pas de surclassement. Non. Une classe 1, c'est une classe 1, qu'elle soit un OGM ou pas. Tout à fait. Mais en sauvage, par exemple, on ne va pas forcément avoir notre inactivation par la soude, vous voyez. Alors que pour les OGM, du coup, on demande quand même l'inactivation des déchets. Donc, ça permet vraiment d'avoir une pièce dédiée où on n'a que nos OGM. Merci pour ce petit échange donc avec Monsieur Jean-Christophe Pagès qui vous interpellait.